And so as we began that pressurization, we did see that the leak within the cavity came up pretty quick. Les gars, la NASA vient de retarder son prochain vol vers la Lune. Alors voyons ensemble ce qui s'est réellement passé, ce qui a mal tourné et, surtout, quand Artemis II pourrait enfin décoller. Commençons par expliquer comment s'est réellement déroulée la répétition générale humide d'Artemis II, parce qu'il y a bien plus de nuances ici que le simple « la NASA a arrêté le compte à rebours ». D'abord, petit rappel, une répétition générale humide, ou WDR, est essentiellement une répétition complète du jour du lancement. La NASA déroule tout le compte à rebours, ravitaille la fusée et traite l'opération comme un véritable lancement, sauf qu'on n'allume pas les moteurs. Pour Artemis II, cela signifie charger plus de 700 000 gallons, soit environ 2,65 millions de litres d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide dans le Space Launch System, avec le vaisseau Orion installé au sommet exactement comme il le sera le jour du lancement. C'est le dernier test majeur avant que la NASA ne s'engage sur une véritable date de lancement. Et il est crucial, car Artemis II est la mission qui enverra 4 astronautes, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et le Canadien Jeremy Hansen pour un vol d'environ 10 jours autour de la Lune. Si la mission décolle, ce sera la première fois que des humains retourneront dans l'espace lunaire depuis Apollo 17 en 1972. La campagne actuelle de WDR a réellement commencé à la mi-janvier, lorsque le SLS entièrement assemblé et Orion sont sortis du Vehicle Assembly Building pour être transportés jusqu'au pas de tir 39B. À partir de là, le processus habituel, lent et minutieux, a commencé. Vérification des systèmes au sol, des ordinateurs de vol, des logiciels, des interfaces et des communications, tout en surveillant de près la météo. Eh oui, la météo est rapidement devenue un problème. À la fin du mois de janvier, les températures au Kennedy Space Center sont descendues sous les 40 degrés Fahrenheit, soit environ 4 degrés Celsius, ce qui n'est pas idéal lorsqu'on manipule des ergols cryogéniques et du matériel au sol très sensible. À cause de cela, la NASA a repoussé le début de la répétition et visé le 2 février à la place. Malgré ce report, le compte à rebours officiel a tout de même commencé dans la soirée du 31 janvier, lançant ce qui est essentiellement une horloge de 49 heures. Au cours de la journée suivante, les équipes ont effectué les étapes de préparation avant le ravitaillement, refroidi les conduites d'ergol et vérifié que tout était prêt pour charger la fusée. Le ravitaillement a finalement débuté vers 11h30 heure locale le 2 février, un peu plus tard que prévu en raison de préoccupations persistantes liées à la température. L'oxygène liquide a été chargé en premier, à la fois dans l'étage principal et dans l'étage supérieur, et cette phase s'est déroulée plutôt correctement. Puis est venu l'hydrogène liquide. La phase de refroidissement pour l'hydrogène s'est elle aussi déroulée sans problème particulier. Mais une fois le remplissage rapide lancé vers 12h29, les capteurs ont commencé à détecter une fuite d'hydrogène au niveau du bras de service arrière, le Tail Service Mast Umbilical, ou TSMU. Il s'agit de la connexion au sol située à la base de la fusée, là où les conduites de carburant se raccordent via un connecteur rapide de remplissage et de vidange de 8 pouces, soit environ 20 cm. Et si cela vous semble familier, c'est parce que cette interface précise a déjà causé de nombreux maux de tête lors de la mission Artemis 1. We really did learn a lot from the Artemis 1 mission, and we implemented a lot of the lessons learned yesterday through wet dress. Le taux de fuite est monté à environ 12 à 14%. Ce chiffre est important car après Artemis 1, la NASA a mené de nombreux tests et a fixé 16% comme limite acceptable de concentration d'hydrogène dans cette cavité. Ainsi, lorsque les mesures ont commencé à s'approcher de cette limite, l'équipe a fait exactement ce qu'elle devait faire. Elle a arrêté l'écoulement. Une fois cela fait, les concentrations d'hydrogène ont diminué, exactement comme prévu. À ce stade, les ingénieurs sont passés à une procédure de secours déjà utilisée lors d'Artemis 1. L'idée est assez simple, laisser le connecteur rapide se réchauffer légèrement pour que le joint se remette correctement en place, puis réessayer. Ils ont dû répéter ce processus plusieurs fois, mais cela a suffisamment bien fonctionné pour pouvoir continuer.
Et honnêtement, c'est là que la journée s'est discrètement transformée en succès. Malgré les retards, la NASA a réussi à charger complètement l'étage principal et l'étage supérieur jusqu'au mode replenish, ce qui signifie que les réservoirs étaient pleins et maintenus à niveau pour compenser l'évaporation. Cela s'est produit vers 17h44, heure locale. Ce n'est pas une petite victoire. C'était aussi la toute première fois que la NASA chargeait du matériel de vol en utilisant la nouvelle sphère de stockage d'hydrogène liquide de 1,4 million de gallons, soit environ 5,3 litres. Le système avait déjà été entièrement vérifié, mais c'était son premier véritable essai avec la fusée réelle, et il a très bien fonctionné. À mesure que le test avançait dans la soirée, une petite équipe de fermeture s'est rendue sur le pas de tir pour terminer le travail sur Orion. Il y a eu un léger contretemps. Une vanne utilisée pour pressuriser l'écoutille de l'équipage, récemment remplacée, a dû être resserrée au couple après avoir été ouverte accidentellement. Cela a fait perdre un peu de temps, mais ce n'était pas un problème majeur. À l'origine, l'heure de décollage simulée était prévue peu après 21h, mais avec ce travail supplémentaire, le planning a glissé. La nouvelle cible s'est finalement située juste après minuit. Le compte à rebours a repris à T- 10 minutes, et c'est là que quelque chose de vraiment important s'est produit. À T- 8 minutes, le bras d'accès de l'équipage s'est rétracté. C'était la toute première fois que le bras d'accès de l'équipage était rétracté lors d'un compte à rebours terminal sous le contrôle du système automatisé de lancement au sol. Il s'est déplacé exactement comme prévu, s'est verrouillé en position et a dégagé le véhicule. Une fois que l'horloge du compte à rebours est passée sous les 6 minutes, le test est entré dans la phase de pressurisation de l'étage principal, au cours de laquelle les réservoirs sont amenés à la pression de vol. Presque immédiatement, les niveaux d'hydrogène dans cette même cavité du TSMU ont de nouveau commencé à augmenter, et cette fois très rapidement. Lorsque les mesures ont dépassé les limites de sécurité, le système automatisé de lancement au sol a fait exactement ce pourquoi il est conçu. Il a automatiquement interrompu le compte à rebours aux alentours de T 5 minutes et 15 secondes. À partir de là, les équipes ont appliqué les procédures de mise en sécurité standard. La pressurisation a été arrêtée, les niveaux d'hydrogène sont redescendus et plus tard dans la nuit, les opérations de vidange ont commencé. We got into our saving steps. We saw the hydrogen concentration come down, and then later in the evening, we got into our drain operations. La vidange de l'étage principal s'est achevée peu après 6 heures du matin le 3 février. Et dès le début de la matinée, tous les ergols avaient été retirés du véhicule. Les 2 étages étaient entièrement vidangés. La fusée était en sécurité. Et le pas de tir a été rouvert pour les inspections et les travaux correctifs. Même si l'essai n'est pas allé jusqu'à un décollage simulé, la NASA a tiré énormément d'enseignements de cette répétition. Pour commencer, ils ont atteint le remplissage complet des réservoirs dès la première tentative, ce qui avait nécessité plusieurs essais lors d'Artemis 1. Les mises à jour des logiciels, des procédures et des systèmes au sol ont toutes fonctionné comme prévu. Plusieurs corrections matérielles issues d'Artemis 1 ont également porté leurs fruits. Une vanne de maintien de niveau redessinée, qui avait auparavant causé des retards majeurs, a fonctionné sans le moindre problème. Des modifications apportées au système de purge, aux flexibles, aux plaques anti-débris et aux supports de fixation ont éliminé les fuites d'hydrogène dans d'autres zones qui posaient problème en 2022. Même une modification tardive, un système d'injection d'air respirable pour la purge du module de service, s'est comporté exactement comme prévu et a permis à l'équipe de fermeture de terminer son travail efficacement. And I would say the fact that we got to full tanking yesterday on the first try was tremendous success, and we gathered an enormous amount of data on the processes and how we want to go forward with that in the future. So I think that was a huge success for us. Mais une question revient sans cesse. Artemis 1 a volé en 2022. Pourquoi rencontre-t-on encore des fuites d'hydrogène ? La NASA explique avoir adopté une approche très agressive après Artemis 1.
Les ingénieurs ont mené de vastes campagnes d'essais au niveau des composants en se concentrant sur les joints, les vannes et les interfaces, afin d'étudier comment l'état de surface, les débris, l'alignement et les techniques d'installation influencent le comportement des fuites. Mais les essais au sol ont leurs limites. L'hydrogène liquide est extrêmement difficile à maîtriser. C'est la plus petite molécule de l'univers, il est stocké à environ moins 253 degrés Celsius, et il se comporte de manière très différente dans de véritables conditions cryogéniques. Le bras ombilical arrière, le tail service mast umbilical, est lui aussi une interface complexe, et même des désalignements minuscules ou des débris microscopiques peuvent provoquer des fuites qui n'apparaissent qu'une fois le système entièrement chargé et refroidi. Dans ce cas précis, les ingénieurs estiment que les données pointent vers un léger désalignement, une déformation de joint ou un problème de débris, quelque chose qu'il est tout simplement impossible d'identifier tant que le système n'est pas utilisé exactement comme il le serait le jour du lancement. La NASA va maintenant analyser les données, inspecter le matériel, effectuer les réparations nécessaires, puis tenter une nouvelle répétition générale humide. En conséquence, la fenêtre de lancement du début février est officiellement abandonnée. Artemis II vise désormais un lancement au plus tôt le 6 mars, avec des opportunités de secours s'étendant jusqu'à la fin du mois d'avril. Artemis I a nécessité 4 tentatives de répétition générale humide avant que les responsables ne soient satisfaits. Chaque tentative a révélé de nouveaux problèmes, mais chacune a aussi rapproché le programme du vol. Et lorsque Artemis I a finalement décollé en novembre 2022, Orion a effectué une mission quasi parfaite autour de la Lune.